Le prince Giuseppe Tomasi di Lampedusa a laissé un témoignage unique sur une époque et sur un royaume tous deux aujourd'hui disparus. L'époque, c'est le milieu du siècle dernier, et le royaume, celui des deux Siciles. Quant au témoignage, il porte un titre, celui d'un roman, Le Guépard, si admirablement adapté au cinéma par Luchino Visconti. Le succès considérable de ce roman et du film ont un peu fait oublier l'écrivain Lampedusa. Tout juste sait-on que Le Guépard est inspiré de la figure de son arrière-grand-père, que Lampedusa lui-même vécut dans les palais qui sont décrits dans le livre et que son roman ne fut publié qu'1 an après sa mort en 1957. Le portrait de ce soir va donc redonner vie à cet homme dont on ne sait pas grand-chose, mais surtout, il va nous permettre de resituer le Guépard dans la société sicilienne de l'époque. Voici donc venu le temps de partir vers la Sicile du prince de Lampedusa sous la conduite de Dominique Gros et Jean-Claude Navarro. C'est le 148e numéro de cette collection. Sur le déclin de notre vie, il devient impératif de rassembler les sensations qui ont traversé ce corps qui fut nôtre. Mais je ne saurais être d'accord avec Stendhal sur la tonalité du souvenir. Il voit dans son enfance une période où il fut contraint de subir la tyrannie et l'arbitraire. Pour moi, l'enfance est un paradis perdu. Tous étaient bons à mon égard. J'étais le roi de la maison. Même ceux qui me furent par la suite hostiles étaient alors aux petits soins. Tout d'abord notre maison. Je l'aimais éperdument et continue de l'aimer alors que depuis 12 ans, elle n'est plus qu'un souvenir. Peu de mois avant qu'elle ne soit détruite, je dormais encore dans la chambre où je suis né et la certitude de pouvoir mourir là, sous ce toit, dans cette chambre, me souriait. La maison de Palerme disposait aussi de dépendances champêtres qui ont multiplié le charme. Elles étaient 4. Notre préférée était Santa Margherita di Bellice. Ce fut à Santa Margherita qu'ayant atteint l'âge plutôt avancé de 8 ans, j'appris enfin à lire. Lorsque je sus écrire l'italien, ma mère m'apprit à écrire le français. Je le parlais déjà. J'étais allé souvent à Paris et en France. Dès lors, et jusqu'à ma rentrée au lycée, je passais tous les après-midi à lire, assis derrière un paravent dans le salon de mes grands-parents paternels. À 5 heures, mon grand-père me faisait venir dans son bureau pour me donner le goûter. Un bout de pain rassis et un grand verre d'eau fraîche, qui est resté jusqu'à présent ma boisson préférée. J'étais amoureux de la solitude, errant en un paradis de senteurs, comme le sont les jardins en Sicile, fait davantage pour les plaisirs de l'odorat que pour ceux de la vue.
Parmi tant de splendeur, je dormais dans une chambre dépourvue de tout ornement. Elle donnait sur le jardin et s'appelait la chambre rose. Puis c'était l'église, le théâtre et les fabuleux couloirs qui y conduisaient. La salle, qui comptait 300 places, était entièrement blanche et or. Il faut ajouter que ce théâtre, qui disposait aussi d'une entrée pour le public, était souvent utilisé. De temps en temps se présentait une troupe de comédiens ambulants. C'étaient des gens du voyage, qui pendant l'été surtout se déplaçaient en charrette. Pourtant, lors de mon dernier séjour prolongé à Santa Margherita en 1921, les troupes de comédiens ne venaient plus. On projetait par contre de tremblotantes pellicules. Quest'uomo che ammira molto una letteratura come professione è poi il contrario di un letterato di professione, cioè è invece un uomo che prima di tutto ha scritto per ritrovare una sua identità, per ritrovare delle motivazioni in una ricostruzione del percorso della propria vita. Cosa faceva Lampedusa nell'ultimo anno? Fra i suoi motti di spirito ve n'è uno che una volta uno di questi professori magistrati lo conosce non molto bene, gli dice: ma principe, ma lei che cosa fa tutto il giorno? E lui risponde: ma che vuole? Io faccio il principe. E effettivamente non faceva nulla, questo è assolutamente vero. Però ecco, gli ultimi due o tre anni della sua vita sono anni di intensa attività, cioè questo uomo non è più un uomo di rinunzia, è un uomo attivo. È un uomo singolare in tutti gli aspetti e dipendeva, sono quelle grandezze che nascono proprio nella provincia in certo senso, in questi mondi reclusi dove poi c'è un uomo straordinario che ha dei contatti e delle visioni, delle intuizioni che non sono magari di dove invece pulsa la vita. Ma avrebbe potuto essere un uomo che aveva modificato la società, mentre lui vedeva che, diciamo, era un solitario e che la società di lui non gli importava niente. Je fis la connaissance de Giuseppe Tomasi di Lampedusa en juin ou juillet 53 à Palerme. J'avais 19 ans, un homme comme Lampedusa. Était une apparition prodigieuse. Tout apparaissait lu, connu, possédé depuis toujours. Et à cette période, je finis par succomber totalement à l'illusion qui consistait à imaginer, à travers ces deux patriciens uniques dans Palerme, toute une classe de leurs semblables, cultivés comme eux pour avoir dévoré à 7 ans Molière à la place de Topolino et La Tempête au lieu de fables pour enfants. Je ne tarderai pas à me rendre compte qu'une profonde culture est toujours et partout une conquête individuelle. Du reste, mari et femme, tenant aimablement pour acquis que je lirais dans ma vie autant qu'eux, semblaient admettre qu'une culture littéraire devait procéder par accumulation et se montrait indulgent à l'égard de ma juvénile ignorance, allant même jusqu'à l'envier. Vous n'avez jamais lu ceci ou cela? Que vous êtes heureux, Orlando. Combien d'heures de plaisir vous attendent encore? Et alors, à ce moment-là, ce fut à ce moment-là qu'il annonça que si j'étais content, il écrirait tout un cours de littérature anglaise. La nouvelle se répandit parmi nos amis et, disons, tout au début, pendant, disons, les 4 ou 5 premiers cours, il y eut en effet le petit groupe. Sì, avevamo un grande scrittore, ma eravamo in una piccola cerchia. Però vi era stato qualche anno prima, 2 anni prima, il successo di Piccolo, e che era stato anche poi uno dei motivi per cui Lampedusa si era deciso di mettersi a scrivere. Questa opera spigolata ci dà notizie su quelli che sono gli eventi biografici. Quando lui parla nei ricordi d'infanzia del palazzo, c'è questa cosa che
le bombe venute dal cielo la cercarono, la distrussero. Cioè questo è un punto nero perché distrugge l'integrità del possesso, punto nero perché è una crisi economica che diventa attanagliante. Alla morte del padre la situazione economica è già molto cattiva e non si può più muovere in certo senso. Quando sposa la moglie, in fondo siamo a questa stessa circostanza. Lisi Lampedusa entra nella società di psicanalisi nel 34-35 e c'è già una censura. Lei è una mitteleuropea e vede queste cose cecoslovacche, polacche, ne capisce molto di più di quanto potremmo capire noi latini. Lisi Lampedusa aveva salvato il castello e il parco in quanto bene di una potenza vincitrice della guerra mondiale. Con la guerra lei perde la Lettonia. Lettonia a Roma sa che è perduto per sempre. Lampedusa dalla guerra doveva essere uscito anche male perché aveva avuto la prigionia, le fughe, anche delle sofferenze fisiche. E questi due che hanno queste mura in posti completamente opposti dell'Europa, eppure hanno questa comune, diciamo, amore per essere quello che erano gli ideali, vogliamo dire, dell'illuminismo francese. On n'a qu'à lire les cours de littérature anglaise et française. Il n'y a pas que de la littérature là-dedans. Ces sympathies vont surtout à de grands rebelles, à de grands non-conformistes, même à de grands révolutionnaires. Il reconnaissait que l'État moderne et le monde moderne avaient été fondés par la révolution protestante. Et puis, entre les puritains révolutionnaires en Angleterre au XVIIe siècle et la grande révolution française, il y avait autre chose qu'il adorait, et c'était les jansénistes en France. Donc, en quelque sorte, c'est la rébellion estompée par une espèce de conformisme superficiel, tandis que, au fond, on revendique de façon très énergique le droit, la libre pensée. Or, Lampedusa, ses yeux brillaient quand il me parlait de ces choses, il était littéralement enthousiasmé par cet exemple. Cette révélation du roman a eu lieu dans un des premiers mois de l'année 56. J'avais sous les yeux un texte et qu'on me priait de lire tout haut, comme j'en avais l'habitude quand il s'agissait de ces cours. Et ça a duré depuis 4 ans, n'est-ce pas? Alors il m'a dit, prenez et lisez, tolle et lege. Et j'ai lu Nunc et in hora mortis nostre, Amen, c'était le latin du Salve Regina, le début aujourd'hui célèbre du roman. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, au moins 3 ou 4 personnes, 3 ou 4 c'est peut-être trop dire, mais au moins sa femme et Gioacchino, qui était le Benjamin, disons, le favori, le jeune homme le plus aimé d'entre nous tous, il savait déjà, il avait peut-être déjà lu quelques pages. Et puis l'heure sonna où je compris qu'il avait besoin d'une copie dactylographiée du roman, et alors ce fut comme ça que je tapais 6 chapitres, les 4 premiers et les 2 derniers. Giuseppe pensava quando ha ideato il Gattopardo, che è un'ideazione di molti anni precedente all'inizio della stesura, aveva in mente un romanzo che si svolgesse nell'arco di 24 ore, con protagonista suo bisnonno. Queste 24 ore erano il giorno dello sbarco di Garibaldi a Marsala.
Io credo che gli italiani, proprio la guerra è stato un risveglio brutale da questo aspetto. E il romanzo lo denuncia, perché il romanzo è l'immediato successo italiano è stato che ha detto agli italiani quel movimento di cui il fascismo poi è la fine, cioè perché il risorgimento per la maggioranza sbucava nel fascismo, il risorgimento movimento nazionalista finisce in un movimento nazionalista. Croce sosteneva che il fascismo era l'antirisorgimento, ma Croce aveva dietro di sé, vogliamo dire il 10% al massimo degli italiani negli anni 30, che invece erano sinceramente innamorati del Duce, come diceva Alessandra Lampedusa. Voi siete stati innamorati del Duce. La sua era una famiglia antifascista perché tanto suo padre quanto lo zio Alessandro Cutò, che era antifascista di natura, e quanto deputato socialista, erano stati assolutamente avversi. Au cours de ces 6 derniers mois, depuis que votre Garibaldi a mis le pied à Marsala, on a trop agi sans nous consulter, pour que l'on puisse demander à un membre de la vieille classe dirigeante de développer l'entreprise et de la mener à bonne fin. En Sicile, peu importe que l'on agisse bien ou mal, le seul péché que nous ne pardonnions pas, nous autres Siciliens, c'est tout simplement l'action. Le sommeil. Le sommeil, voilà ce que veulent les Siciliens. Et ils haïront toujours celui qui voudra les réveiller, fût-ce pour leur apporter les plus beaux cadeaux. Soit dit entre nous, je ne pense pas que le nouveau régime ait beaucoup de cadeaux pour nous dans ses bagages. Nous sommes vieux, terriblement vieux. Il y a au moins 25 siècles que nous portons sur nos épaules le poids de civilisations magnifiques, toutes venues de l'extérieur. Aucune n'a germé chez nous. Nous n'avons donné le là à aucune. Il romanzo ha provocato nella sua uscita nel 1958 uno sconquasso politico. Allora si viveva in una sorta di certezza di bene, di male, di destra, di sinistra, eccetera, però tutti si incontravano nei principi della patria, vogliamo dire. Il risorgimento ha fatto bene, le 2 guerre mondiali erano state delle devianze, però insomma l'unità, quello che erano stati i traumi della storia dell'ultimo secolo erano nascosti, i traumi non c'erano, così. E il Gattopardo è uno dei primi che porta alla ribalta questi traumi. Il faut dire que le roman contrariait à la fois 2 ou 3 tendances importantes et, disons, autant de préjugés de la culture italienne de ce moment. On trouvait à la prose du Guépard une prose somptueuse, une prose tout à fait littéraire, et ça rompait complètement avec les habitudes du néoréalisme. Je crois que ça venait surtout de l'imitation des grands classiques américains. Ça venait de Hemingway, de Faulkner, de ces romanciers-là. Eh bien, Le Guépard a marqué la fin du néoréalisme. Et puis, il y avait une culture de gauche qui était très très forte dans l'ensemble de la culture italienne et qui a été assez myope pour ne pas reconnaître les potentialités de grands romans historiques. Et c'est ce que Louis Aragon a eu l'intelligence de comprendre en France, en saluant Le Guépard justement comme un grand roman sur la lutte des classes. Pagina 78-79 è la scena a cui è invitato, quindi la notizia: Don Calogero sta salendo le scale, è in frac, scoppia come una bomba. E a questo punto abbiamo uno dei grandi giochi di Lampedusa umorista. Abbiamo niente proprio di meno che il paragone tra la notizia di Don Calogero in frac e lo sbarco a Marsala. È la precisazione che la notizia di Don Calogero in frac è più grave dello sbarco a Marsala. Perché? E lo sbarco a Marsala è un avvenimento, cito, previsto non solo, ma anche lontano e invisibile.
Quindi in quanto lontano e invisibile non dà noia, mentre ciò che è prossimo dà noia. In quanto previsto non molesta, non disturba l'esigenza di ordine, mentre il frac di Don Calogero, del tutto imprevisto, turba l'esigenza di ordine, la sconvolge. E quindi, continua la citazione, sempre alle pagine 78-9, adesso sensibile com'era ai presagi e ai simboli, contemplava la rivoluzione stessa, con la R maiuscola, in quelle due code di frac che stavano salendo per le sue scale. Quindi la rivoluzione non è più lo sbarco a Marsala, la rivoluzione è Don Calogero in frac, il che i conti tornano perfettamente dal punto di vista della rappresentazione del ricambio di classi sociali. In fondo lo sbarco a Marsala non avviene per nessun altro motivo che permettere a numerosi Don Calogeri, anche se poi proprio così temibili come lui ce n'è pochi, ma a quei pochi e magari a qualche altro un po' meno temibile, permettere a loro di indossare i frac e di salire scale principesche in frac. Purtroppo la rivoluzione francese su scala, la rivoluzione europea, la rivoluzione borghese su scala siciliana non è altro che questo. Sono i nuovi baroni che si sono fusi in con le più grandi famiglie palermitane, in questo senso che quello che le ereditiere americane rappresentarono per le famiglie dell'aristocrazia in altre regioni, qui in Sicilia questi nuovi baroni immisero nuovo denaro e nuovo sangue nell'aristocrazia locale. Toutes les manifestations siciliennes sont des manifestations oniriques, même les plus violentes. Notre sensualité, c'est le désir de l'oubli. Les coups de feu, les coups de couteau, le désir de la mort. Notre paresse, le désir d'une immobilité voluptueuse. Les Siciliens ne voudront jamais s'améliorer, pour la simple raison qu'ils se croient parfaits. Leur vanité est plus forte que leur misère. Toute intromission de personnes étrangères aux choses siciliennes, soit par leur origine, soit par leur pensée, par l'indépendance de leur esprit, bouleverse notre rêve de perfection accomplie, dérange notre complaisante attente du néant. J'ai dit les Siciliens. Je devrais ajouter la Sicile, l'atmosphère, le climat, le paysage sicilien, ce paysage qui ignore le juste milieu entre la mollesse lascive et la sécheresse infernale, ce climat qui nous inflige 6 mois de fièvre à 40 degrés. Ce sont ces forces-là qui ont forgé notre âme, au même titre, et plus peut-être, que les dominations étrangères. Chevalet, pensez, cet état de choses ne durera pas. Notre administration nouvelle, active, moderne, changera tout cela. Le prince se sentait découragé. Tout cela ne devrait pas durer, pourtant cela durera toujours. Le toujours humain, bien entendu. 1 siècle, 2 siècles. Après quoi ce sera différent. Mais pire. Nous fûmes les guépards, les lions. Ceux qui nous succéderont seront les chacals, les hyènes. Et tout ce temps que nous sommes guépards, chacals, brebis, nous continuerons à nous considérer comme le sel de la terre. J'ai même relu tout le Guépard 2 ou 3 fois ces derniers jours et j'ai vraiment réfléchi à son aspect négatif qui m'a toujours frappé et qui maintenant que j'habite la Sicile me paraît terrifiant de certains points de vue. Il encourage le cynisme,
Et même cette paresse qui, à tort, est attribuée à notre héritage arabe. Et il faudra vraiment réfléchir à tout ça parce que une certaine responsabilité dans ce qui se passe peut-être chez nous en ce moment est attribuée à ce chef-d'œuvre littéraire. Tout le monde s'est assis sur son propre guépard chez nous, a abandonné son pouvoir et ses devoirs. L'image de ce prince est une image à la fin qui séduit. Il n'y aura pas de futur. Le passé était beau parce que nous étions là, puissants, importants. Il n'y aura pas de futur. C'était ce que disait Salina, c'est pour cela qu'il a préféré que Tancrède n'épouse pas sa fille Concetta. Il a effacé le futur lui-même. Lampedusa a réussi un merveilleux jeu avec son personnage principal. C'est un personnage qui est né pour commander, qui est né destiné à l'exercice de l'autorité. Eh bien, il a à la fois le physique du rôle, de l'autre côté, on peut prouver que l'intérieur du personnage est vraiment celui d'un faible. The time is out of joint, oh, cursed spite, that ever I was born to set it right. C'est-à-dire, le monde est hors de ses gonds. Oh, quel dépit maudit, que jamais, moi, je doive être né pour le remettre à sa place, pour le remettre en ordre, dites-moi. Eh bien, ça c'est Hamlet, bien entendu, mais je crois que si on pouvait limiter le personnage d'Hamlet à ces deux vers seraient entièrement et complètement applicables à Don Fabrizio. Inutile d'énumérer les différences entre Hamlet et Don Fabrizio. Mais il y a quand même quelque chose de commun entre ces deux personnages, c'est que les deux voient incomber sur eux un devoir de décider des choses et d'agir en conséquence. Et les deux sont complètement inadéquats à ce devoir. Et voilà le cynisme du prince qui considère le seul futur de la Sicile dans ce Tancrède. Tancrède, c'est déjà la mafia, celui qui croit qu'il peut se permettre, en tant qu'héritier d'une grande famille, de trafiquer avec personnages sans scrupules, sans en être touché, sans en rester prisonnier. C'est un jeu que bien des Siciliens ont fait. Après ce Tancrède imaginaire, qui malheureusement représente beaucoup de personnages du présent de la Sicile. Pour lui, on peut admettre que ce programme de compromis intelligent et rusé est, en fin de compte, une réussite. Il parvient à s'insérer dans le mouvement politique nouveau, tout aristocrate qu'il est. Pour lui, le problème est résolu. Mais ce n'est pas son point de vue à lui que celui que le roman nous propose. On ne peut lire le roman que du point de vue de Don Fabrizio. Or, Don Fabrizio n'est pas l'homme pragmatique, n'est pas l'homme d'action, c'est un spéculatif, c'est un homme de pensée, c'est un homme de l'être, si vous voulez, et non pas du paraître. Pour Don Fabrizio, ce sera faux, ce sera tragiquement faux. Il dira, Tancredi avait tort. Ce n'est pas vrai que pour que rien ne change, il suffisait de feindre que tout allait changer. En réalité, tout a vraiment changé. Mon monde n'est plus là. Rien ne pourra me rendre mon monde, qui n'est pas le roi Bourbon, bien entendu, qui est autre chose, qui est un ensemble de valeurs traditionnelles qui dépasse de beaucoup ce roi indigne. Eh bien, je trouve que si le Gattopardo a une prise très forte sur les événements historiques qu'il raconte, c'est justement à cause de la sincérité absolue de ce point de vue qui est celui des privilégiés.
l'avènement du régime bourgeois en Europe, ça remonte au plus tôt à la Révolution française, donc nous venons d'en célébrer le bicentenaire. Eh bien, je trouve que le point de vue de quelqu'un qui est l'héritier d'un palais où il y a 300 pièces est un point de vue pour le moins intéressant, parce qu'il y a 1000 ans d'histoire là-dedans, et parce qu'il y a la matérialisation dans l'édifice d'un privilège qui avait duré 1000 ans. Però tutto questo non impedisce che il romanzo propone un'identificazione, insomma tutti pensano di essere principi, anche se sono maleducatissimi, non ha alcuna importanza. Questo è un modello di comportamento di eroe che piace molto e che ancora adesso piace. La questione meridionale è stata al centro del primo successo del romanzo, con scontri pro, contro. Indubbiamente è il primo romanzo che dà una diversa interpretazione, soprattutto la responsabilità, diciamo, della classe baronale. Il centro del dibattito poi era stato risolto anche nel dire che aveva stato il tradimento della questione meridionale, ma vogliamo dire da parte degli occupanti, dei piemontesi. E là, ci sono state, come dire, bisogna liberarsi del Gattopardo, il Gattopardo descrive la vecchia Sicilia, la nuova Sicilia siamo noi, che vogliamo fare, che siamo attivi, che cambieremo il paese e compagnia bella. Tutto questo, diciamo, sono dichiarazioni di principio, di parole. Mi pare che l'insegnamento di Lampedusa era quello, invece voi avete un grande passato, contestualmente dovete capire che il mondo non siete voi non siete egocentrici, siete una zona periferica e dovete almeno conoscere quello che è il mondo, quello che è, diciamo, l'Occidente, cioè la storia del perché noi siamo qualche cosa. Giuseppe Tomasi di Lampedusa non era mai venuto al castello di Montechiaro. È l'origine feudale della famiglia Tomasi. Vi venne soltanto nell'ultimo anno della sua vita, nel 56, quando il Gattopardo era già stato iniziato. Il primo capitolo è stato scritto prima di Palma Montechiaro, è una visione completamente laica della posizione che la Chiesa ha nel corso della storia. In questo capitolo c'è quel grande dialogo sul destino politico che è anche il trasformismo politico delle varie forze in campo. Una passa in mezzo a noi per benedirci, vogliamo accoglierla con gioia e con amore. La Chiesa, in un certo momento, abbandonerà l'aristocrazia e non la difenderà. Questo sistema si disgrega e non sono questioni di principio, diventano delle questioni di interesse. Mentre quando viene a Palma Montechiaro la Chiesa diviene qualche cosa del profondo della natura umana, qualche cosa che ha, diciamo, la tentazione metafisica. Va detto che qui c'è un culto di 300 anni per questi santi dei Tomasi e lui ne è stato estremamente commosso, quindi ha chiesto, vorrei venire a vedere i miei antenati, ha detto alla badessa. E allora tutta questa realtà si è prodotta, visita alla stanza dei venerabili, ai cilici, alla lettera del diavolo.
al confessore. Poi comparve il demonio, ha strappato la penna di mano e ha scritto lui. E poi ha detto alla venerabile di fermare. Però la venerabile ha scritto Oimè invece della sua firma. Non è storia. È un passaggio che tutti percepiscono come estremamente poetico e al tempo stesso ambiguo, ecco, non è che c'è una teoria di tutto ciò, perché Giuseppe non era un uomo che inquadrava razionalmente, le inquadrava sensibilmente, esteticamente, diciamo, tutta questa allegoria, e che è uno dei caratteri anche della sua scrittura. Noi eravamo estremamente legati, e per me è stato un maestro. L'idea dell'adozione venne prima a sua moglie, maturò nel 1955. Questo delle adozioni nell'aristocrazia non era una cosa rarissima, avveniva di tanto in tanto su motivi parentali. Questa era la guida della vita per me anche. Se si guarda l'intero dell'opera letteraria, si vede che ha forti propensioni pedagogiche. In Lampedusa c'è una tempra di moralista, è uno scrittore moralista, cioè uno scrittore che vuole anche comunicare. La universalità del romanzo è in questa capacità di fare la conciliazione con la morte. Cioè, questo è uno dei più grandi inviti alla morte che siano stati scritti. Depuis des années, Don Fabrizio sentait s'écouler hors de lui-même, lentement, continuellement, le fluide vital, la faculté d'exister, la vie en somme, peut-être aussi la volonté de vivre. On eût dit les grains de sable serrés qui glissent un à un, sans hâte et sans relâche par l'étroit orifice d'un sablier. Dans certains moments d'activité intense, de grande attention, ce sentiment de continuel abandon disparaissait, pour se représenter impassible à la moindre occasion, au moindre silence, à la moindre tentative d'introspection. Il n'avait plus rien dans sa possession que ce corps, épuisé. Il y avait ses enfants, certes. Il y avait aussi ses petits-fils. Fabrice, le plus jeune des Salinas, si beau, si vivant, si aimable, si odieux, avec sa double dose de sang malvique dans les veines, avec ses instincts de jouisseur, ses tendances à l'élégance bourgeoise. Il était inutile d'essayer de croire le contraire. Le dernier Salinas, c'était lui, le géant émacié. Le jeune garçon ne conserverait de Don Fabrizio que le souvenir d'un grand-père âgé et coléreux qui avait claqué par un après-midi de juillet, juste à point pour l'empêcher d'aller au bain de mer à Livourne. Le prince avait pensé que les Salinas seraient Salinas, pour toujours. Il avait eu tort. Le dernier, c'était lui. Garibaldi, ce vulcain barbu, avait finalement triomphé. Assis dans un fauteuil, ses longues jambes enveloppées d'une couverture, Don Fabrizio sentait sa vie s'enfuir, en larges vagues pressées, retentissant en lui avec le terrible fracas de la cascade du Rhin. C'était un lundi de la fin juillet, à midi, et la mer de Palerme, compacte, huileuse, inerte, s'étendait devant lui, invraisemblablement immobile, aplati comme un chien qui tente d'échapper au regard irrité de son maître. Le soleil, impassible et perpendiculaire, était planté au-dessus d'elle, les jambes écartées et la fouettait sans pitié. Le silence régnait,
absolue. Sous la haute lumière, Don Fabrizio n'entendait que le son profond de la vie qui jaillissait hors de son corps. Le fotografie degli anni 56-57 mostrano un uomo che ha un invecchiamento rapidissimo proprio nei tratti, e le fotografie del 57 mostrano un uomo in cattivissima salute. Tutto questo non si rivelava perché l'uomo era abituato a vivere male. Verso il dicembre del 56, cioè al romanzo in 8 parti completato, che comincia a scrivere una novella, La gioia della legge, questo che come dico un po' cecofiana direi, e poi avviene il rifiuto del romanzo e scrive La Sirena. Siamo già nel 57, quindi l'idea, malgrado l'insuccesso, l'arresto, è di un uomo che avrebbe, insomma, ormai era la sua vita, scriveva ogni giorno e avrebbe continuato a scrivere ogni giorno. Je vous avoue, la pensée est toujours la même, c'est-à-dire il n'est plus là, il n'en saura jamais rien, il est mort sans savoir que son roman irait partout dans le monde. C'est une obsession chez moi, et je ne crois à aucune survivance. Donc il n'en sait rien, il n'en a rien su, il n'en saura jamais rien. Comme tout un chacun, je voulus croire qu'il s'agissait d'une baigneuse. J'étais devant une sirène. Cette jeune fille, qui devait avoir 16 ans, me souriait, et ses lèvres pâles, à peine étirées, laissaient entrevoir de petites dents pointues et blanches pareilles à celles des chiens. Rien de commun, cependant, avec les sourires que vous échangez, vous autres, toujours abattardis par une expression accessoire, ironie ou bienveillance, pitié, cruauté ou Dieu sait quoi. Ce sourire-là n'exprimait que lui-même, c'est-à-dire une joie d'exister presque animale, une allégresse quasi divine. Elle parlait grec et j'avais bien du mal à la comprendre. Je t'entendais parler seul dans une langue proche de la mienne. Tu me plais, prends-moi. Je m'appelle Ligéa, je suis fille de Calliope. Ne crois pas aux fables qu'on raconte sur nous. Nous ne tuons personne et ne faisons qu'aimer. Ligéa me parlait des nombreux humains qu'elle avait eus pour amants au cours de son adolescence millénaire. Pêcheurs ou marins grecs, siciliens, arabes, capriotes. Nombreux aussi les naufragés qui, dérivant sur une épave, l'avaient vue apparaître un instant sous les éclairs d'une bourrasque et dont elle avait changé en plaisir le dernier râle. C'était à la fois un animal et une immortelle. Et il est bien dommage de ne pouvoir constamment rendre par les mots cette synthèse que son corps exprimait avec une simplicité absolue. Non seulement elle manifestait dans l'amour un enjouement et une délicatesse opposés au désir bestial, mais ses paroles avaient en outre une puissance d'évocation dont je n'ai trouvé l'équivalent que chez quelques grands poètes. On n'est pas fille de Calliope pour rien. Étrangère à toute culture, ignorante de toute sagesse, dédaigneuse de toute contrainte morale, elle n'en appartenait pas moins à ce qui est leur source et savait exprimer cette supériorité originelle en des termes d'une âpre beauté. Je suis tout, car je ne suis rien qu'un flot de vie sans faille. Je suis immortel, car toutes les morts affluent en moi. Celle du poisson d'il y a un instant et celle de Zeus, et ces morts ainsi réunies retournent à la vie, non pas la vie individuelle et déterminée, mais la vie panique, la liberté.